D'abord, je vais aborder sur le plan, sur le fond et sur la forme. Au niveau de la forme, le document que vous avez présenté d'excellentes factures. Donc l'architecture a été respectée, l'architecture en général d'une thèse. Tous les rubriques sont représentées, l'iconographie est très riche, y compris dans votre présentation. Donc sur ce plan-là, il n'y a rien à dire. C'est un travail, je continue à le dire, de bonne facture. La présentation a été agréable à entendre, soutenue, bien aérée, ce qui fait de vous un excellent pédagogue, donc c'est déjà ça. Maintenant sur le fond, je ne suis pas ophtalmologue, mais deux petites observations. Tout bon travail est critiquable, quelle que soit sa qualité. C'est ça qui rend la chose... dans votre livre, vous avez cité sur le plan physiopathologique, le glutamate, vous avez entamé un petit peu, c'est juste pour dire que on est resté un petit peu sur notre faim, c'est pas un reproche, pas du tout, pour dire qu'aujourd'hui, depuis 30 ans pratiquement, toutes les recherches vont vers les cellules gliales, parce que on pensait que ces cellules gliales étaient inactives, maintenant on se rend compte que depuis 99 pratiquement, les astrocytes en particulier sécrètent le fameux glutamate, les différentes, le NO-synthétase, etc., qui créent des bouleversements au niveau de l'œdème péri. Donc cet aspect, je pense que vous allez l'expliquer plus tard pour vos étudiants. Sinon, sur le reste, quelquefois dans votre étude, j'aurais aimé qu'il y ait une corrélation, par exemple, entre l'obésité, votre sujet, pour essayer de comprendre pourquoi. Il y avait des différences, par exemple, même au niveau national, entre une ville comme Béjaïa, où nous sommes à 4,7, il me semble, prévalence, et puis vous avez cité une ville du sud, où c'était à 11 ou 12, il me semble. 14 même. Donc voilà, il y a une grande... quelques explications, je suis sûr que vous avez les éléments de réponse. Et par rapport au Maghreb, puisqu'on est c'est la même population, les similitudes, les différences entre Mehdiya, par exemple, les Fès et Bjaïa ou notre... sont discordantes. Vous l'avez signalé, cette discordance. On aurait aimé avoir un peu plus d'explications. Je vous remercie. Encore une fois, bravo, c'est un travail de très bonne facture. Merci, tu as la parole, vas-y. Plus la partie théorique et même la partie pratique, j'étais obligé d'aérer un petit peu la communication parce que j'ai beaucoup d'éléments qu'on a traités et donc qu'on ne peut pas exposer aujourd'hui. Donc sur le plan physiopathologique, c'est vrai que le tessu de soutien qui soutient les fibres nerveuses visuelles, il a été impliqué actuellement dans la physiopathie de la neuropathie glucomateuse. Donc en partie, ce que vous venez de dire, le glutamate, avec la glie, et ainsi de suite. En ce qui concerne la prévalence, en Algérie, j'ai cité juste comme ça, j'ai pris à l'est, Khenchela, j'ai pris Naama, c'est pour vous montrer uniquement la disparité des prévalences de l'étude de 2008, parce qu'il y a une wilaya qui possède des moyens pour faire un bon diagnostic, il y a des wilayas qui n'ont pas de moyens. Donc, dites-moi, 14% de prévalence à Naama, c'est beaucoup. 14 aveugles sur 100, c'est beaucoup. Donc c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai mis pour la diapo le sénateur de Naama, ça a donné, puis je l'ai enlevé. C'est pour vous dire que même à la PN, il tapait sur la table pour vous dire c'est quoi cette prévalence. Donc c'est pour faire la part des choses que j'ai commencé par Béjaïa. L'idéal maintenant, c'est d'aller, comme a dit le professeur Guémache, dans cette wilaya Naama pour voir est-ce que vraiment le glaucome est représenté à 14, peut-être moins, mais certainement la fréquence est élevée. Certainement la fréquence est élevée. Par rapport à nos amis, à nos voisins tunisiens et marocains, j'ai trouvé que
qui a un petit peu de chiffres, un petit peu, il se rapproche de la littérature européenne, donc il donne des prévalences en se basant sur la prévalence du glaucome à pression élevée. Parce que nous, quand on appelle la population, on envoie des cartes, des fois il y a des billets, il faut le dire, hein, il ne faut pas se cacher derrière. Tu as une invitation affectée pour telle personne, il la donne à quelqu'un qui est malade. Donc il vient à la place et on reçoit un malade de plus. Et quand il arrive, c'est un glaucome primitif à angle ouvert déjà connu. C'est pour ça que j'ai parlé de glaucome connu et dépisté. Mais si on prend la prévalence du glaucome dépisté, on n'est pas loin des prévalences d'Europe ou des États-Unis. On n'est pas loin. Mais nous, il y a la prévalence du glaucome. C'est pour ça que j'ai introduit le glaucome à pression normale, mais sous traitement, dans mon étude. Bon, dans le livre, il y a quelques coquilles que j'ai corrigées. Je vais vous remettre la nouvelle version. Il y a quelques coquilles parce que quand j'ai transféré le manuscrit, il y a eu quelques erreurs. Mais sachez que quand même, à Fès et Marrakech, de 6 à 2, on se pose des questions. Et c'est généralement, j'ai dit, les 3 choses qu'il faudra revoir, c'est le recrutement, le recensement, il est fait où et comment, le diagnostic, comment il fait le diagnostic, parce que des fois, il trouve une hypertonie, tu distingues le glaucome. Des fois, une papille excavée, tu distingues le glaucome, alors que généralement, ça doit être une papille normale. Ça, c'est le deuxième volet. Et troisième volet, des fois aussi, c'est quand les équipements manquent, ils passent à côté d'un glaucome débutant, ou bien l'inverse, un glaucome avéré qui ne vient pas à la consultation. Voilà. Monsieur le professeur allez-y. Le candidat se défend très bien et très justement. Mais j'aimerais juste apporter quelques commentaires en citant Voltaire. Avant de savoir, on ne sait pas. Cette pathologie recèle encore aujourd'hui beaucoup de zones d'ombre. Quand j'ai commencé mes études, la définition était centrée sur l'hypertension intraoculaire. Devenu enseignant et professeur, c'était toujours centré sur l'hypertension intraoculaire. Aujourd'hui, ce facteur qui était considéré comme déterminant la maladie n'est plus considéré que comme un facteur de risque. Et la réalité ophtalmologique aujourd'hui veut que les ophtalmologistes se sont accaparés cette pathologie. Et comme je suis beaucoup plus orienté vers la neuro-ophtalmologie, je pense avec certains d'autres collègues que c'est une pathologie beaucoup plus neuro-ophtalmologique, voire générale, mais c'est nous qui la soignons parce que c'est nous qui la dépistons et je pense que dans les années à venir, elle relèvera beaucoup plus de la médecine générale que de la pratique ophtalmologique pure. C'est pour dire que c'est un sujet qui est très complexe, qui recèle encore beaucoup de zones d'ombre et que sa prévalence n'étant pas connue dans notre pays, les pouvoirs publics n'accordent pas suffisamment d'importance à cette pathologie dans leur démarche aussi bien thérapeutique que de dépistage précoce qu'on peut appeler préventive, d'où justement ce choix de ce titre et que j'ai personnellement voulu confier à un homme sérieux, respectueux, compétent, dévoué, parce que c'est un sujet très important qui concerne environ 1 million d'Algériens et nous sommes au plan des cécités évitables et curables avec à peu près 1,5 fois plus de cécité que les pays développés. Nous, le profil épidémiologique de nos aveugles se rapproche des pays développés, il s'éloigne, alhamdoulilah, des pays en développement, mais nous avons encore beaucoup d'efforts à faire pour atteindre le taux de cécité des pays développés, parce que je suis convaincu qu'on peut atteindre leur taux de cécité bien avant d'atteindre leur niveau de développement. Voici un petit peu la problématique qui m'a poussé à choisir ce sujet, à le confier à un candidat, comme je l'ai dit, sérieux et compétent, et ces résultats
qui ne peuvent pas être comparés à ceux des autres pays parce que l'approche méthodologique est un petit peu différente. Nous avons tenu à citer les résultats de l'enquête nationale sur les causes de cécité qui remontent à 2008, mais qui utilisaient des instruments diagnostiques nettement insuffisants par rapport à ce que nous faisons. Et je crois que ce sont nos statistiques qui devraient servir de base à nos autorités compétentes pour l'élaboration d'une stratégie de dépistage et de prise en charge thérapeutique de cette affection cécitante et, j'insiste, voleur silencieux de la vue et irréversible. Merci pour votre question. Merci, professeur Aylan, pour toutes ces précisions.